Merci. Bonjour à tous. On est content d'être ici, c'est la deuxième année consécutive. On était déjà là l'année passée, ça s'est super bien passé. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez trouvé ça intéressant. On parle quand même d'une thématique, je pense, qui est assez familière, les réseaux sociaux et la TikTok. Et on va vous parler aujourd'hui de comment on captive sur TikTok. On sait que c'est vendredi soir, Ouais. pour nous aussi, donc on va essayer de rendre le cours dynamique. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas et on va aussi faire un petit exercice pour que vous mettiez la main à la pâte. On va un petit peu parler de notre agence, ensuite on va parler de nos différents services. On va faire un focus aussi sur TikTok. Puis ensuite, on va parler un peu de stratégie de contenu, de comment est-ce qu'on traduit aussi les différentes demandes de nos clients. Et après, il y aura une conclusion avec une FAQ. FAQ et surtout après, il y aura l'exercice final. Du coup, je suis Jennifer Mampassi, cofondatrice de Raizia. Je suis aussi en dernière année de bachelor en marketing digital et communication à Créa. J'ai toujours un peu été intéressée par l'entrepreneuriat. Je pense que vous êtes déjà tombé sur les vidéos d'étudiants fauchés à millionnaires. Je suis tombée dessus et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, après, j'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne et je me suis dit, pendant le Covid, vas-y, je me lance. Du coup, j'ai lancé un e-commerce. J'étais dans le produit de base. J'ai fait un petit passage à UBM. Et voilà, mais après, je me suis dit que je voulais vraiment me focus sur le marketing. Du coup, j'ai switch avec le bachelor que je fais actuellement. Et j'ai relancé un autre business en ligne, mais cette fois-ci dans l'achat-revente, encore dans le produit. Puis une fois que j'ai rejoint Créa, c'est là que j'ai rencontré Sacha. On avait une vision commune et on s'est dit que ce serait cool d'unir un petit peu nos compétences et de faire quelque chose qu'on aime autour de la communication et le marketing. Et c'est de là qu'est né Kaisia. Moi, du coup, Sacha Signe tout à l'heure, j'ai 21 ans, je viens de Vevey de base et comme Jen vous l'a dit, je fais le bachelor à créer en digital marketing et communication. C'est vrai qu'on avait les deux un peu cette appétence business. J'ai aussi fait des petits business par le passé, de aussi la revente de vêtements par exemple. Et quand j'étais petit, j'avais toujours des projets concrets, que ce soit aller avec mes potes vendre les noisettes qu'on prenait à la récréation, créer un journal, plein de trucs créatifs. Et j'avais mis ça un petit peu de côté pendant mes études et j'avais besoin de le ressortir. C'est pour ça aussi que je suis allé à Créa. On a pas mal de projets concrets. Puis à Isia aussi, on est la belle preuve que on peut créer des projets assez vite. Nous, on a commencé assez tôt dans notre cursus scolaire et puis là, on a déjà atteint des objectifs vraiment cool. On va vous montrer aussi quelques use cases après, mais voilà un petit peu pour ma présentation. Donc moi, je vais plus m'occuper de tout ce qui est direction stratégique et créative. Je m'occupe aussi, donc que ce soit pour notre agence ou pour le compte des clients, je vais m'occuper de la relation freelance parce qu'on est deux cofondateurs. Mais en fonction des mandats et des entreprises, on doit mettre plusieurs personnes en fait sur le projet, des monteurs, des vidéastes. La direction éditoriale, ça englobe beaucoup de choses. Vous avez tout ce qui va toucher au concept créatif, penser des formats signatures pour les marques. Il y a tout le tone of voice et aussi la direction artistique. Le QR code, si jamais il redirige sur notre LinkedIn, vous le savez certainement, mais le réseau, c'est extrêmement important. Donc, n'hésitez pas à scanner, à m'ajouter. Il y aura aussi celui de Sacha. Puis, si on doit à un moment donné être amené à communiquer, ça peut se faire. Voilà. Voilà. Du coup, moi, je m'occupe plus de la partie qui est commerciale, en tout cas développement de Raizia, aller chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux partenaires parce qu'on va faire grandir l'agence. Aussi, on ne vous a pas mentionné, on est à la fin de notre cursus. On va faire un stage en entreprise, mais on va le faire chez nous. Donc l'année 2026 va être une grosse année pour nous. Il va falloir aller chercher encore plus de mandats, créer de la constance aussi. Je m'occupe du coup de tout ce qui est relations clients. Évidemment, ça va soit avec l'admin, la facturation, optimiser nos process, on grandit vite. Donc, on doit tout le temps optimiser comment est-ce qu'on travaille également. Et vous avez aussi mon QR code vers notre LinkedIn. Nous, on se définit comme l'agence qui connecte les marques aux générations d'aujourd'hui et de demain. C'est la valeur ajoutée qu'on a par rapport aux autres agences. C'est vrai que très rapidement, on s'est dit quel type d'agence on allait faire et on s'est dit que ce serait le type d'agence où on est le plus légitime parce qu'on fait partie de cette génération. Donc, la génération d'aujourd'hui, on fait référence à la Gen Z et de demain, la Gen Alpha. Vu qu'on fait partie de cette génération, on pense qu'on a les codes. Le marketing, c'est aussi un outil culturel et vous le savez, il y a des références, il y a des codes, il y a une façon de penser qui n'est pas propre à tout le monde, bien évidemment, mais qu'on peut retrouver quand même un minimum. Et c'est vrai qu'avec Sacha, on avait cette habitude de s'envoyer un petit peu
des vidéos sur les réseaux qui sont boostées, puis c'était gênant. On voyait qu'on était la cible, donc les marques manquaient complètement, quoi. Elles n'avaient pas les codes et c'était juste méga gênant. Puis on s'est dit, on va essayer de les accompagner dans leur approche. Et c'est pour ça qu'on a comme mission de combler le fossé entre les marques et les jeunes générations, en leur faisant comprendre nos codes et aussi en leur expliquant comment est-ce qu'ils peuvent les intégrer lors de leur stratégie de communication, que ce soit sur les réseaux ou autres. Pour parler un petit peu de nos services, on les a divisés en 3. On a plus la partie consulting, donc avec consulting one-to-one, créer des stratégies pour les marques, créer aussi des concepts créatifs. Là, on va partir par exemple d'une problématique de marque. Donc, une école, par exemple, doit avoir plus d'étudiants. Et on va créer tout un concept qui est déclinable au-delà même des réseaux sociaux parfois pour eux. On a le social media marketing. Évidemment, pour atteindre les jeunes générations, il faut être où elles sont. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être du Insta, majoritairement aussi du TikTok. Dans ce service-là, on peut aller de la création de contenu, tout ce qui est post-prod, et cetera, on le fait aussi. Et aussi les publicités sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire mettre des budgets pub pour montrer votre vidéo. Et comme aujourd'hui, on a créé la Heisey Academy, donc c'est toutes nos formations, que ce soit dans les écoles comme à la HEG. Je vous montrerai, non, on n'a pas les exemples ici, mais on a aussi la SHMS, qui est aussi une école, et aussi parfois en entreprise, pour former les marques, comment la Gen Z se comporte, et aussi parfois des plateformes comme TikTok. Quelques références qu'on a déjà, on ne les a pas encore toutes mises, et qu'il y a pas mal de nouveaux projets qui arrivent en 2026. On a par exemple la HESSO Valais, donc c'est comme vous ici. On est en train de faire tout un concept créatif pour les lancer sur TikTok. On a ESL pour les séjours linguistiques, AORIS pour les promotions des métiers de la santé et du social. On essaie de toucher à pas mal de domaines. On a aussi des acteurs culturels comme le Skateboard Museum. On va aussi travailler avec l'Alimentarium à Vevey, qui est un musée où il y a la fourchette dans le lac, je pense que vous voyez. Mine Cosmétique, pour ce qui est K-Beauty, Coach, magazine de luxe. Donc, on essaie un peu de toucher à plusieurs domaines. Et on sent aussi que dans ces domaines, il y a un besoin d'atteindre les jeunes. Voilà, comme je l'ai dit avant, pour toucher ces générations, il faut être là où elles sont et où elles sont majoritairement. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un petit sondage. Dans la classe, qui est sur TikTok activement? Qui a TikTok? Ok, c'est déjà plus que l'année passée. Ouais. Et du coup, toutes les marques qui veulent parler aux jeunes, ça me paraît logique qu'ils doivent être sur TikTok. On a quelques chiffres pour appuyer ça. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on pouvait encore dire TikTok, c'est l'appli du confinement où il y a les danses, etc. D'ailleurs, certains adultes pensent encore comme ça, mais c'est plus du tout le cas. On a 1,6 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ça vous parle peut-être pas, mais en Suisse, on a 2,41 millions d'utilisateurs adultes en Suisse, ce qui est énorme. On est aussi allé chercher des chiffres un peu plus précis. On a pris une étude qui a été faite sur les 15 à 24 ans en Suisse romande. Et si vous voyez, 67% d'entre eux, c'est l'application, ils passent le plus de temps. On a aussi environ 20% de l'augmentation de la portée publicitaire en un an. Et c'est aussi intéressant avec TikTok, c'est que c'est une appli qui nous fait rester. Je pense que vous pourrez tous témoigner si vous êtes sur TikTok. C'est une appli qui rend accro, c'est une appli qui a un algorithme excellent, même encore mieux que Insta où c'est un peu en retard. Et je ne parlerai pas de YouTube Shorts. Mais donc, par exemple, on a les 68%, ils passent plus d'1 heure par jour quand ils sont sur TikTok. Donc, ça montre que voilà, c'est hyper pertinent pour les marques d'être dessus. Ça, c'est un graphique que j'aime bien. Quand on pense TikTok, on pense forcément à des ultra jeunes, à des mineurs parfois. Si on prend la proportion des utilisateurs majeurs, on a un bon 50% de 18-24 ans, donc la Gen Z, mais on a aussi 40% pratiquement de 25-34. Donc c'est encore des Gen Z, mais qui ont un pouvoir d'achat, qui ont parfois une famille, des enfants, et les marques ne pensent pas forcément à eux quand ils doivent targeter, c'est-à-dire cibler leurs consommateurs, mais pourtant, ils représentent presque la moitié. On va un petit peu parler de la base de la plateforme que vous connaissez un petit peu. Il y a différents éléments qu'on prend en considération lorsqu'on a envie de faire un contenu qui performe sur la plateforme. En premier, on a le format. Aujourd'hui, il n'y a plus que des vidéos sur TikTok, mais ça reste majoritairement de la vidéo verticale. Et c'est aussi tout le temps des contenus soit très courts, soit très dynamiques. Les gens, quand ils vont regarder un TikTok, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils deviennent intéressants au fur et à mesure. Si ce n'est pas intéressant dès les premières secondes, on swipe. Ensuite, il y a l'algorithme. Comme on l'a dit, c'est quand même pas mal différent d'Instagram parce que l'algorithme TikTok, il va commencer à montrer vos vidéos
à un panel de personnes qui ne sont pas abonnées à votre compte. Et ensuite, il va commencer à regarder comment ces personnes-là, elles réagissent avec votre contenu. Et notamment, une des métriques qu'il va regarder, c'est est-ce qu'ils ont regardé jusqu'à la fin de votre vidéo, est-ce qu'il y a eu de l'engagement et autres, et selon comment, il le montre à un plus grand nombre de personnes. La créativité, TikTok, c'est pas une plateforme qui demande une production de fou. Généralement, c'est très simple et c'est juste la manière dont vous approchez la chose. C'est un petit peu, OK, je fais une story time, mais je vais la raconter d'une certaine manière. Je vais toujours commencer d'une certaine façon. Et du coup, c'est assez simple d'être créatif sur TikTok. Et même quand vous reprenez, par exemple, des trends, tu le twistes à ta façon. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre notamment les différents créateurs. Ensuite, on a l'engagement parce que c'est une plateforme qui est participative. Tout est mis pour que tu aies envie d'envoyer la vidéo à tes amis ou que tu commentes mais trop pas d'accord ou que tu fasses quelque chose en fait qui va susciter de l'engagement. Il y a les tendances, vous connaissez les trends. Toutes les semaines, il y en a des nouvelles, mais ça fait vraiment vivre la plateforme. Et ça rejoint aussi le point 3 de la créativité. Il y a tout le temps de nouvelles trends, de nouvelles façons de dire des choses qui, de base, sont simples. Et ensuite, on a le son et la musique. C'est vraiment un élément narratif sur TikTok parce qu'il y a certaines musiques déjà qui sont mises en lumière grâce à TikTok. Il y a certains créateurs qu'on ne connaissait pas, que ce soit des rappeurs qui ont un petit peu pété grâce à TikTok. Et parfois, il y a des musiques qu'on assimile directement à un type de contenu. Parce qu'il y a 7 trends, on utilise 7 musiques, donc même sans être sur TikTok, si je te mets juste le son, tu pourras me dire, ah ouais, sur ce son, il y a souvent 7 trends qui passent, etc. Donc c'est un élément quand même assez important de la plateforme. Quand on fait aussi de la création de contenu, il y a une sorte de boucle qu'on essaye de respecter. C'est d'abord, on définit son public cible, parce qu'on ne peut pas vouloir parler à tout le monde. Donc, il faut être clair sur qui on veut cibler. Une fois que le public cible est défini, là, on va pouvoir commencer à travailler sur comment on formule le message. Parce que tu formules ton message en fonction de la personne à qui tu veux parler. Quand tu veux parler à un enfant de 5 ans, tu ne parles pas de la même façon qu'à une personne qui a déjà 15 ans. Ensuite, tu travailles sur ton storytelling, comment tu amènes le truc, quelle histoire tu vas raconter autour, et ensuite tu crées l'accroche. Donc, comme on l'a dit, personne ne va attendre que ton contenu devienne intéressant. Si ce n'est pas intéressant dès le début, les gens scrollent. On va aussi travailler avec plusieurs objectifs. Ça, c'est surtout quand on est avec des marques. En premier, on a la notoriété. Parce que quand on se lance, par exemple, sur TikTok, personne n'attend que ton compte arrive sur TikTok. Donc, tu dois être vu. Donc, l'objectif, ça va être d'être vu. Et pour ce faire, on va beaucoup regarder la portée, combien de personnes ont regardé ton contenu et ont pu interagir avec. Ensuite, on a l'engagement, parce qu'une fois que tu es suffisamment vu, le mieux, c'est de créer de l'engagement. Et quand on crée de l'engagement, ça veut aussi créer une proximité avec tes abonnés. Donc, ils interagissent, donc ça veut dire qu'il y a plus que de l'intérêt. Ils te connaissent et il y a le petit plus. Et à la fin, il y a la conversion, ça c'est la partie la plus délicate. Quand on va convertir, ça peut être plein de choses. Ça peut être des leads, ça peut être un achat. Et généralement, c'est très difficile de créer de la conversion en organique. Donc, en organique, c'est quand on poste du contenu sans mettre un budget ads, par exemple. Donc, la partie conversion, elle est souvent accompagnée d'un petit boost ou d'une petite campagne parce que réussir à le faire organiquement, ça reste quand même assez rare. Et ça, les marques le savent et c'est pour ça que c'est la partie la plus complexe. La dernière, parce que les gens aussi ne vont pas acheter s'ils ne te connaissent pas. Donc, il y a un petit peu différentes étapes comme ça à prendre en considération. Et quand on travaille avec un client, on travaille objectif par objectif. Il ne peut pas nous dire, bah, moi, je veux de la notoriété, de l'engagement et de la conversion en 3 mois. Ce n'est pas possible. La notoriété, c'est en fonction aussi de depuis combien de temps tu es établi et autres. Ça prend un certain temps. Donc, on fait d'abord une campagne de notoriété. Une fois que c'est bon, on va travailler un petit peu sur l'engagement. Puis, à la fin, la conversion. Maintenant, j'ai une question pour vous. Je sais que vous avez déjà vu normalement le copywriting. Est-ce que c'est le cas? Vous savez ce que c'est? Non? Ok. Du coup, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit en soi dans un texte, la manière d'écrire pour persuader, entre guillemets, le lecteur. Maintenant que vous savez ça, est-ce que vous pouvez me dire sur TikTok où vous trouveriez le copywriting? À quel endroit de TikTok spécifiquement?
Quand on voit une vidéo, où est le copywriting? Où est-ce qu'on joue sur les mots? Où est-ce qu'il y a cet aspect-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Commentaire, très bien. D'autres idées? Il y en a beaucoup. Légende, exactement. Il y en a beaucoup d'autres. Dans la vidéo, ce que tu dis, exactement. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ça va aussi dans la légende. Il y a d'autres choses. Hashtag, ouais. On a les légendes, comme tu l'as mentionné. Les sous-titres aussi qui sont importants. Il faut savoir que tous ces éléments-là sur TikTok sont hyper importants pour le référencement. Vous savez très bien que TikTok, c'est devenu un moteur de recherche comme Google. Donc tous ces éléments que je vais vous citer là, ils aident à TikTok à savoir à qui je vais le montrer, mais surtout, quand on recherche par exemple sushi à Genève, comment on va savoir quel est le sushi qui va apparaître en premier. C'est comme sur Google. Donc les sous-titres, les hashtags évidemment, et les call to action, donc comme tu disais, ce qui est dit dans la vidéo. Et aussi, un truc qui est intéressant sur TikTok, c'est que les commentaires font aussi partie. Vous avez sûrement déjà vu les suggestions de recherche tout en haut des commentaires. Ça aussi, ça aide euh, à faire qu'une vidéo soit plus ou moins vue. Mais je dirais surtout que c'est une forme orale de copywriting. Je viens de parler de musique, dans toutes les vidéos, pratiquement, on parle. Euh, Vous allez voir dans le cours, mais le call to action est central dans le copywriting. Ça veut dire l'appel à l'action. Comment est-ce qu'on va appeler le consommateur à l'action à la fin de la vidéo, ou même comment on va le retenir dès le début. Dans le copywriting, on a aussi cet aspect convaincre, cet aspect influencer le public. On est pile dans ça dans TikTok quand on veut vendre un produit. On influence, et même à votre petite échelle, vous influencez déjà vos amis quand vous leur envoyez un restaurant, par exemple, que vous avez vu sur TikTok. C'est déjà dans l'influence. Et aussi, évidemment, il y a le côté promotion d'un service et égal, quel que soit. Il y a cette notion de promotion. Et dans TikTok, c'est pareil. On va maintenant passer à quelques traductions de demandes clients pour que vous compreniez exactement, ou en tout cas un petit peu, comment nous on procède avec nos clients et quel use case on a déjà pu avoir. Mais là, on n'a pas les previews des vidéos. Ça, c'était une campagne pour Meet Cosmetics, du coup, qui est un leader de K-Beauty en Europe. Le but, c'est qu'ils étaient déjà très implémentés sur le marché espagnol, italien, mais en France, ils n'étaient pas du tout connus. Et pourtant, ils voulaient se lancer sur ce marché avec une ouverture d'une boutique à Paris, donc un beau projet pour eux. Et notre but, ça a été de jouer avec les codes aussi de la France, parce que s'ils dupliquent leur contenu espagnol, ça ne va pas du tout marcher. C'est pour ça qu'on a fait une campagne UGC. On a pris plusieurs créateurs, on a aussi fait des trends avec eux. Voilà, on a fait plus de 450 000 vues en 1 mois et demi de campagne, donc ça a nécessité beaucoup de contenu. Là, on était purement dans la notoriété et aussi de l'éducation, parce que les gens, ils avaient peut-être déjà des références en France qui sont bons dans la cosmétique coréenne, mais ils ne connaissaient pas Mine. Donc, on a dû beaucoup travailler sur la notoriété. Il y a des contenus qui ont été boostés aussi, plus en région parisienne, vu qu'après, ils ont encore ouvert une deuxième boutique. Et c'était majoritairement sur TikTok. Ensuite, Canal+ Suisse, où on voit apparaître, en fait, donc je suis la presse de Canal+ Suisse, du coup je représente la marque sur les contenus digitaux, Instagram, TikTok. Là aussi, on était sur de la notoriété parce que quand on parle de Canal+, les gens pensent automatiquement à la France. Et là, la mission, c'était de dissocier les deux. Canal+ France, c'est quelque chose, Canal+ Suisse, c'est tout autre chose. Et la plupart des gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait Canal+ en Suisse. Donc ça, c'était la difficulté. Puis on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va réussir en fait à travailler sur la Suisseness de la marque? Comment on fait pour que les gens soient au courant qu'on est là? Et on s'est dit, bah, c'est tout simple, on va aller à leur rencontre. Et une façon intéressante de faire, c'est de faire des micro-trottoirs lors d'événements un petit peu. Là, par exemple, c'était au Guide Festival, donc il n'y a pas si longtemps que ça à Genève. Et on a allé poser des questions un peu dans la rue aux gens. Puis c'est aussi une façon de pouvoir leur dire, ben voilà, il y a Canal+, et la plupart des gens qui participent à ces vidéos, c'est pas mal parce que bien que ce soit de la notoriété, ça aide aussi à travailler l'engagement. Parce que si tu es sur une vidéo sur les réseaux, tu l'envoies à tes amis auront plus de facilité à commenter la vidéo parce que tu es dessus. Et quand on interviewe les personnes, bah, après, elles vont nous suivre. Elles nous disent, ah, mais je pourrais avoir fait un contenu, ok, donc ils vont s'abonner au compte. Donc on a travaillé sur ça depuis maintenant 1 an. Les premiers contenus qu'on a commencé à filmer, c'était en décembre 2024. Et là, ouais, en 1 mois, il y a eu plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Et puis, cette série de vidéos uniquement guide, sur 3 vidéos, on a pu faire
plus d'1 million de vues, ce qui est quand même pas mal. Et là, en termes de notoriété, on y est complètement. Pour le troisième, c'est la Créacar. Donc, c'est pour notre école Créa, une école en communication et marketing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Créa n'a pas de prof à proprement parler. C'est que des intervenants externes qui font partie du milieu, qui ont en général des postes assez cool, des belles références d'entreprise. Et c'est quelque chose que Créa veut vraiment pousser. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va mettre ça en avant sans faire des interviews où la personne est assise sur un fauteuil et explique son parcours? On s'est dit, on va prendre les formats qui marchent déjà chez les jeunes, donc chez nous, les délires un peu carpool. Je pense que vous avez vu Loris Giuliano qui fait des tours dans Paris avec des acteurs des fois, McFly et Carlito, Mastu, bref, beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait. Donc on est parti avec les intervenants faire des petites interviews, des tours de Genève, des tours de Lausanne, leur poser un petit peu des questions sur leur parcours, des fois des petits jeux interactifs. Le but c'était de ne pas trop se prendre au sérieux, mais aussi qu'ils puissent apporter leur valeur qui est très forte. Voilà, on a fait d'abord des short formats, donc des formats courts. Et ensuite, on voyait qu'on avait un peu de la perdition. On faisait 30 minutes de tournage pour une seule vidéo d'1 minute. Et c'est pour ça que pour la saison 2, on s'est dit on va faire 2 teasers à chaque fois et un format long qui sera disponible sur YouTube. Là, par exemple, pour la saison, on en a fait plus de 140 000 vues en organique. Et là, on est déjà sur la deuxième saison. Malheureusement, je ne vais pas vous montrer à quoi ressemblent les teasers, mais on vous enverra la présentation sur Canva pour que vous puissiez voir. Ensuite, un de nos derniers use cases, c'était avec Côte Magazine, donc magazine ultra luxe. J'ai eu l'opportunité de d'aller à la Fashion Week de Paris en fin septembre pour tourner différents contenus, que ce soit pour les shows, faire un peu les street style. C'était un énorme défi parce que c'est un magazine luxe. Imaginez un petit peu, on a cette image du luxe un peu froid et figé, donc allez leur dire on va faire des vidéos avec notre iPhone, ça allait trop bien, et c'était là doucement, doucement. Et puis finalement, on a réussi à le faire quand même, ils ont fait confiance. La complexité, c'est qu'il y avait beaucoup de contraintes. Donc, en fonction du secteur d'activité de ton client, il va y avoir 40 000 contraintes. Et là, c'était vraiment le cas. Après, ils nous ont fait confiance et on a dû respecter énormément de choses. On a aussi fait en sorte, là, par exemple, vous ne les voyez pas, mais il y avait un book signing avec Kate Moss. On était aussi au Street Style pour le show LV ou L'Oréal. Et à chaque fois, la personne qui présentait, en l'occurrence, c'est Sabrina Faubel. Sabrina Faubel, c'est une figure quand même assez connue dans l'univers du luxe. Elle est top voice LinkedIn. Donc, il y a cette crédibilité qui, je pense, les a aussi rassurés. Et là, on a fait vraiment pas mal de contenu. Il y avait une très grosse charge de travail, puisque la Fashion Week, ça ne dure pas très longtemps. C'était à peu près, je crois, une semaine, 10 jours, et on a dû délivrer une vingtaine de vidéos. Donc, on n'a pas dormi. Mais c'était super intéressant. Et puis, on a pu travailler là aussi sur de la notoriété. Enfin, pas tant de la notoriété, c'était plus de l'engagement. Parce qu'ils avaient une communauté sur les réseaux sociaux, mais personne n'interagissait avec les posts qu'ils faisaient parce que les posts ne correspondaient pas à la plateforme. Ils avaient un compte Insta, mais ils postaient que des photos statiques qui ne donnaient pas envie aux gens de commenter. Et surtout, même si tu avais envie de commenter, il n'y a rien à commenter dans ce type de format. Et là, vu qu'on a mis la lumière sur un événement majeur dans l'univers du luxe, ça a créé beaucoup, beaucoup, justement, d'engagement. Clairement, et aussi, on est parti sur la vidéo. C'est quelque chose qui faisait pratiquement jamais, à part deux, trois couvertures d'événements, mais c'était vraiment pauvre. Et on a réussi à leur faire prendre pas mal d'abonnés grâce à ça. Aussi. Maintenant, on va un petit peu parler de notre processus. Concrètement, quand on voit un client, comment ça se passe. On commence toujours par une rencontre. Ça, c'est plus du coup du domaine de Sacha. Il va rencontrer les clients en présentiel parce que quand on choisit de travailler avec une agence, on travaille avec des personnes. Donc, c'est important de montrer qu'on est humain, qu'on comprend, on prend la peine de se déplacer, même si ce n'est pas forcément dans notre périmètre. Ensuite, on va analyser les objectifs. Et ça, il faut que ce soit assez clair parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de direction, c'est compliqué pour nous aussi ensuite de proposer les différents types de contenus. Et on va essayer de faire une compréhension du public cible, comme on l'a mentionné avant, et les différents enjeux. Il faut aussi un benchmark, on va analyser la concurrence, mais aussi les tendances du marché, parce que c'est tout le temps en évolution. Une fois que c'est bon, on s'est mis d'accord sur ça, on fait un kick-off. Là, on le fait un peu sous forme d'atelier, c'est un peu question-réponse, et nous, ça va nous permettre aussi d'être sûr de la direction qu'on prend. On va définir les messages clés. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant pour cette campagne ou pour ces contenus? On va aussi valider le positionnement parce que parfois, ce n'est pas très clair. Même pour le client. Donc, ensemble, on va le faire un peu sous forme de brainstorming.
Et après, on fait le tone of voice, alignement sur les KPIs. Quel objectif? On va calculer l'engagement, on va essayer d'atteindre toujours un taux d'engagement de tant de pourcents, etc. Peut-être avant de passer à l'exercice, je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois qu'il y a encore ça. Ah oui, elle a trouvé que... Ouais. Ensuite, il y a la création du concept créatif. Du coup, on fait l'atelier avec le client, c'est bon, là, on sait où on va. Nous, notre spécialité, c'est aussi le concept créatif. Et c'est difficile de définir un concept si on n'est pas clair de tous les éléments que j'ai mentionnés avant. On va prendre une idée directrice, ça doit être une idée qui peut vivre dans le temps et qui peut être déclinable, pas que sous forme de TikTok. L'idée qu'on va avoir, elle peut se décliner sous forme de TikTok, sous forme de post, mais elle peut aussi se décliner pour de l'affichage, par exemple. Donc, ça doit être assez global. Et ensuite, on fait les formats signatures et on fait aussi les différentes déclinaisons en fonction de ce que le client nous a demandé. Et après tout ça, on passe à la production. Donc là, c'est la création de contenu. On va faire des tournages, on fait aussi toute la partie montage. Et après, il y a la publication pour certains clients. Il y a d'autres clients qui publient eux-mêmes parce que généralement, à l'interne, ils ont des équipes en communication et marketing. Et après, en fonction des résultats que les contenus vont avoir, on optimise. Parfois, on se dit, ah on va faire ce contenu, ça va être trop bien. Puis au final, ça ne performe pas comme on le voulait. Alors, on ajuste, on dit, OK, on ne va pas faire ça, on va faire autrement. Donc, il y a aussi toute cette phase une fois que le contenu est posté, nous, on doit pouvoir analyser tous les chiffres, tous les résultats pour essayer de comprendre soit pourquoi ça fonctionne, soit pourquoi ça ne fonctionne pas. Parfait. Du coup, comme je disais avant l'exercice, est-ce que vous aurez déjà des petites questions par rapport à soit les exemples qu'on vous a mentionnés ou les aspects un peu plus théoriques peut-être, Ouais, ou sur notre parcours?